Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision. L'antenne nous appartient, nous sommes ensemble. Plus c'est temps additionnel, FM Sport reprend les commandes pour vous informer. Nous sommes entourés évidemment de nos spécialistes du jour qui vont nous aider à composer les castings de ce soir. D'abord à cet habitué Ngo avec nous. Bonsoir, bienvenue. Merci Ngolo, bonsoir à vous et bonsoir à mon co-débatteur qui est en face de moi et bonsoir à chers téléspectateurs et surtout les amoureux de FM Sport. Merci d'être là parmi nous. Jonathan qui va faire évidemment ses débuts dans FM Sport. Ravi d'être avec nous. Bonne arrivée. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Lionel. Bonsoir d'abord à mon co-débatteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de FM Sport. Et merci pour la confiance et l'invitation. Tout à fait, allez, ça fait un grand plaisir. Allez, on va voir ensemble justement les titres qui feront le point de votre émission. 58e édition de la Coupe du Congo, un champion désormais, c'est bien l'ASV Club de Kinshasa. Après sa victoire d'1-0 contre Céleste FC, Ikanga Lombo, c'est le buteur qui permet avec de décrocher son ticket pour les interclubs de la CAF. On placera un mot évidemment sur l'organisation de cette Coupe du Congo. Direction ensuite, ça sera l'Europe pour parler de la Coupe d'Europe allemande 2024. C'est déjà le début de la deuxième journée. France, Espagne, Portugal, Angleterre qui pour succéder à l'Italie. Focus évidemment sur le grand favori de cette compétition. Un souvenir à partager dans FM Sport 18 juin 1974. 18 juin 2024, c'était pas plus tard qu'hier, 50 ans après la première seule participation jusque-là du Zaïre à l'époque à une phase finale de la Coupe du Monde. Quel enseignement, puisqu'on rappelle, le Congo est toujours à la quête, à la recherche d'une qualification à la Coupe du Monde. On va terminer très naturellement par nos rubriques les triples pour une question d'actualité avant de départager nos invités. Les temps additionnels, ça sera et toujours de faire l'émission. On va déterminer complètement cette émission. On a beaucoup de choses à se dire, on n'attend plus rien. Lionel Sumic, nos invités, c'est FM Sport. Les débats sont ouverts. C'est un petit score qui a fait l'affaire pour 20 clubs, œuvre de Jonathan Ikanga Lombo qui permet en tout cas avec club de prendre le trône de la Coupe du Congo. Beaucoup d'années après, sans convaincre sur terrain, le Vert et Noir de la capitale se sont imposés devant Céleste FC. Jonathan, quelle lecture faites-vous d'abord de ces matchs, de cette finale qui a opposé 20 clubs à Céleste, 20 clubs en tout cas qui remportent la compétition. Et après une très mauvaise prestation à la Ligue nationale de football, la LINAFoot, Vert Club s'est relancé en Coupe du Congo, où il a gagné une place pour représenter la République démocratique du Congo aux échéances africaines. Et ça sera voilà, à la Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération, voilà. Et là, Vert Club qui n'a pas montré grand-chose au terrain, Vert Club qu'on a connu, les meneurs des jeux, l'équipe qui malmène certains autres. Et aujourd'hui, Vert Club s'en va à sa, si je peux dire ainsi, s'en va à sa chute. Vert Club qui s'est laissé malmener par FC Céleste, Vert Club qui n'a pas prouvé son système de jeu, qui n'a pas largement, en tout cas, par cette formation de Céleste. Mais est-ce que Vert Club n'a pas finalement répondu à cette tradition qui dit la finale ne se joue pas, la finale se gagne? C'est vrai qu'il a répondu à la tradition, mais il devrait, Vert Club, les rénoms qu'il a, il devrait prouver de quoi il est capable face à cette équipe malgré sa victoire d'1-0 à la finale. Est-ce que Vert Club n'est pas évidemment dans la logique du Real Madrid? On a vu contre Borussia une première période largement dominée par les Allemands alors que les Real Madrid étaient dans la conservation et qui vient finir les matchs en seconde période et remporte le titre. Évidemment, mais à la base, il faut retenir l'objectif principal de l'AS Vita Club, c'était d'abord de se qualifier directement aux interclubs, mais chose qui a été faite pendant ces finales-là. Mais quand on regarde le contenu, comme mon co-débatteur l'a dit,
l'AS Vita Club était complètement méconnaissable, était complètement inexistante dans le fond, dans le contenu. Vu le parcours de ces matchs-là, on a vu un Céleste qui a joué au ballon, un Céleste qui a titillé Vita Club, qui a eu beaucoup des occasions, surtout à la première période, et l'AS Vita Club nous a rien proposé, hormis la bourde du gardien de Céleste. On espérait peut-être ces matchs-là. Considéré comme un cadeau. Voilà, exactement comme un cadeau, mais l'objectif a été éteint, mais l'AS Vita Club, bon, quand on regarde le fond, quand on regarde les contenus, en tout cas, il y a quoi à avoir un peu de crainte. Puisqu'il n'y a pas que la finale pour juger l'équipe de V-Club, il faut voir cette équipe, ce que cette équipe a proposé depuis le début de cette saison, on va le dire. C'est encore à l'image de cette finale, V-Club n'a pas proposé grand-chose, en tout cas en termes de jeu aussi. Exactement, la cohésion n'y est pas, l'osmose n'y est pas dans cette équipe-là. Ils ont eu un revers. Normalement, l'AS Vita Club, on ne s'est pas habitué à l'AS Vita Club jouer la Coupe du Congo, on s'est habitué à l'AS Vita Club s'est qualifié déjà après le play-off. Mais l'AS Vita Club, quand on regarde tout au long de ces championnats, cette saison, l'AS Vita Club n'était pas les grands l'AS Vita Club qu'on connaissait. Il y a des joueurs qui sont en manque de confiance. Mais quand même, ça se justifie dans la mesure où, voilà, V-Club, c'est les changements, c'est le nouveau staff qui arrive, la coordination évidemment, mais qui n'ont pas, en tout cas, recruté de nouveaux joueurs. Exactement. C'est une esquisse, évidemment, pour V-Club. Exactement, et surtout cet entraîneur-là, on va voir maintenant la saison prochaine, il sait qu'il a réclamé, il a joué quand même une saison où il n'a pas choisi ses joueurs à lui-même par rapport à son choix. Il y a eu toujours ces anciens qui ont joué, mais le tactique qu'il a proposé, je pense que c'est un problème de cohésion, n'est pas encore la cohésion n'y est pas encore dans cette équipe-là, l'osmose n'y est pas non plus. Et donc, on va voir la saison prochaine, il faut qu'il se retravaille. Alors, j'ai une question à tous les deux. Est-ce qu'en regardant la saison de V-Club, tout ce que V-Club a proposé, petitement surtout au championnat national, est-ce qu'avec V-Club qui remporte cette édition de la Coupe du Congo, on va dire que V-Club n'a pas réussi à sauver sa saison? Vous prenez la main en 30 secondes avant d'avoir Jonathan. Comme je l'ai dit précédemment, l'objectif c'était d'abord de se qualifier, puisque l'AS Vita Club, au sein de cette institution-là, l'objectif c'est d'abord c'est jouer l'interclub. Donc là, ils ont réussi cet objectif-là, mais comme on dit, là, le contenu n'était pas du tout flamboyant. Et donc, on va essayer de voir la saison prochaine qui gomme un peu quelques erreurs qui ont connu cette année. Surtout que ça va passer par les hormis les choix tactiques, hormis le fond de jeu de l'AS Vita Club, il y a encore des problèmes internes au sein de cette équipe-là, notamment les joueurs, il faut le parler, et les joueurs ne sont pas motivés de manière salariale. On n'entrera pas dans ces débats-là. En fait, moi, s'il faudrait ajouter, c'est dans la même logique que mon ami est en train de dire. C'est vrai, là, Vita Club a sauvé sa saison. Pourquoi sauver sa saison? Parce qu'il a atteint son objectif, qui était celui de se qualifier, aux interclubs, de trouver la manière. La manière, ça va se travailler, malgré les contenus invides. Et maintenant, ils doivent travailler sur ça, renforcer pour que nous ne puissions pas voir ces erreurs dans les compétitions. Est-ce qu'en regardant V-Club, c'est comme on l'a dit tantôt, V-Club n'a pas posé grand-chose au championnat national. Est-ce que c'est du forcing qui pousse V-Club à se qualifier aux interclubs, ou peut-être c'est V-Club qui a mérité sa coupe en Coupe du Congo? Je dirais oui, il a mérité parce qu'il a joué, il n'a pas été, on l'a pas offert, il a joué, il a fait une saison, jusqu'à ce qu'il est arrivé au final, donc il a mérité ça. Et il n'a pas peut-être bénéficié de Mazembe qui a été disqualifié, voilà. Bon, on va dire le Mazembe et d'autres équipes là, l'objectif d'abord c'est de gagner le championnat. Quand vous êtes déjà gagnant du championnat, ça ne sert plus à rien de jouer la Coupe du Congo, vous les connaissez parfaitement bien. Mais l'AS Vita Club, il faut retenir, c'est une institution où il y a beaucoup de pression, non seulement au fond de l'administration de l'AS Vita Club, dans la direction, il y a aussi les supporters qu'il faut parler, c'est un élément aussi à tenir compte. Ils sont très exigeants, ils sont très regardants sur l'entraîneur et sur les joueurs. Mais là, quand même, sur la Coupe du Congo, ils sont satisfaits, puisque l'air équipe, on a vu d'ailleurs les supporters de V-Club qui séchaient d'ailleurs la plupart des matchs en championnat national. Et ils se sont déplacés nombreux pour voir la finale. Hein. Oui, effectivement, c'est un soulagement. Comme je l'ai dit, l'objectif c'était ça. Et l'AS Vita Club, c'est de gagner. L'AS Vita Club, c'est de remporter les titres. L'AS Vita Club, c'est de jouer à chaque saison les interclubs. Donc, si le supporter, s'il y avait un revers tout au long de ces finales-là, si Céleste a été aussi convaincant pendant ces matchs-là, s'il avait gagné, vous aurez dû avoir le scandale. Peut-être le stade aurait dû. Il y a eu aussi le président qui était présent. Donc, tout ça, normalement, c'était Vita Club qui était
favoris pour gagner ces finales-là. Et là, maintenant, ils ont atteint l'objectif. Comme je l'ai dit précédemment, il est maintenant question d'arranger, de rectifier beaucoup de erreurs qui pour ont la prochaine saison et surtout pour mieux représenter la RDC aux interclubs. Autre point saillant évidemment sur l'organisation de cette 58e édition de la Coupe du Congo. Disqualification de Mazembe, j'en parlais tout à l'heure. Le choix de lier des matchs a posé évidemment problème. Et agression des arbitres par les supporters du LOSC Renaissance. On a encore ces images, c'est très récent dans nos têtes évidemment. Alors parlons de l'organisation pour une fois. Quel bilan dressez-vous de cette organisation de cette 58e édition du Congo? Un bilan satisfaisant? Pour la 58e édition, il y a un bilan très satisfaisant. Parce que, très satisfaisant? Oui, je dirais très satisfaisant parce qu'on n'en a jamais vu. C'est une première depuis que moi je commençais à regarder la Coupe du Congo, si je peux dire ça. Il y a eu, sur tout le plan, il y a eu des bonnes choses, il y a eu une prestation et à la fin on a senti c'était pourquoi parce qu'il y a eu l'implication de l'État congolais. On va parler évidemment de la cérémonie de l'État lui-même parce que je crois les matins avant de venir j'ai lu un article et c'est le chef de l'État qui a instruit à la FECOFA d'organiser de faire toute cette bonne préparation que nous avons. Mais là, ça nous surprend, Jonathan, puisque vous l'évoquez, la Coupe du Congo implique directement l'État congolais. C'est l'équivalent de ce qu'on voit en Espagne avec la Coupe du Roi, on voit en France avec la Coupe de France. Mais pourquoi toutes ces années, ces dernières années, on n'avait jamais vu cette implication, déplacer le chef d'État pour venir voir la finale? Qu'est-ce qui a changé du coup? Il n'y avait pas une bonne politique. Il y a quelqu'un qui est là, il a mis une très bonne politique. Et qui a mis la politique, Jonathan? Moi, j'ai du mal à vous comprendre. Qui a amené la politique? Il y a les comités de normalisation, parce que ce sont eux qui ont organisé les Conors, et ils ont établi une politique pour donner un peu de la valeur à ces tournois-là. C'est pourquoi le chef de l'État, lui aussi, il n'a pas refusé l'invitation, il s'est impliqué pour faire monter le football congolais, si on peut le dire. Alors, c'est déjà l'implication qu'on a vu, qu'on a senti avec cette 58e édition de la Coupe du Congo. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça reste comme ça, désormais, accorder de l'attention aussi à cette Coupe du Congo? C'est quand même une grande compétition qui réunit le football congolais dans son ensemble. Oui, évidemment, mais quand il faut rebondir ce qu'il a dit, je pense que ça a été une réussite, mais on ne va pas utiliser quand même le superlatif pour dire que c'est satisfaisant. Donc voilà, mais quand on parle de la réussite, c'est parce que voilà, il fallait sanctionner, il y a eu des sanctions, il n'y a pas eu de report de match, toutes les équipes ont joué. Et puis voilà, et c'est ce qu'on pourra déplorer justement, il y a eu des altercations de sécurité avec les arbitres, etc. et tout. Ça a quand même essayé un peu de busiller le déroulement de ces tournois-là, mais je pense que voilà, quand on voit l'implication du chef de l'État, quand on voit l'implication des autorités politiques de ces pays qui ont été présents pour ces matchs-là, donc ça promet. Il ne faut pas s'arrêter comme ça. Là, maintenant, ça continue. Il faut qu'on redonne. On va observer en tout cas la 59e, la prochaine édition. On va observer si on va donner encore beaucoup de valeur pour ça, puisque ces tournois, c'est en fait toutes les attentes qui peuvent jouer. Il faut regarder même dans des éditions, 3e division, et c'est encore aller dans des provinces qui jouent, qui aient quand même cette opportunité-là de jouer. Ça permettra aussi de découvrir d'autres jeunes. Ça permettra aussi de découvrir d'autres talents, de rejoindre aussi des grands clubs aujourd'hui pour être recrutés, etc. Donc, je pense qu'on va regarder, bon, on a été un tout petit peu satisfait parce qu'il y a eu une réussite. Il fallait sanctionner, ils ont sanctionné, il n'y a pas eu report de match, toutes les équipes ont joué. Voilà. Et donc, Mazembe a été disqualifié à cause de cette sollicitation des reports de match. Mais il y a eu beaucoup de polémiques après cette finale avec club qui gagne une cagnotte partant de 100 000 $, alors que le vainqueur au championnat national n'a rien ri. C'était peut-être, ça jouait plus pour l'honneur. Il y a toutes ces questions. Même dans le public, ici, il rencontre des choses. Le chef de l'État était là puisque c'est un fan de Veclair. Et surtout, il est venu honorer le président Amadou Diaby, qui est son ami. Il y a des choses, par exemple, qu'on ne peut pas relayer, confirmer, puisque là, c'est dans la clameur publique, en quelque sorte. La cérémonie, justement, puisqu'on en parle, on va y rester, de la remise du trophée. Est-elle était à la hauteur, cette remise des trophées,
effectivement, ce qu'on a vu avec les championnats nationaux à Lubumbashi, c'était catastrophique. Ouais, ça a été à la hauteur, même aux éditions précédentes, quand on voit d'ailleurs la fédération avait contacté déjà le tenant des titres de ces tournois-là pour remettre la coupe. Vous connaissez parfaitement bien cette histoire. Et il y a de vainqueurs, les anciens vainqueurs, non, jusque-là part, ici l'air cagnotte, là je vois directement Dari Clem Motema Pembe. Et donc voilà, mais s'il n'y a pas eu cette implication de nos acteurs politiques, je pense que ça aurait été un fiasco total pendant ces finales-là. Mais quand même, quand on voit l'organisation, la cérémonie, bon, on va dire coup de chapeau. C'est la première de voir une organisation comme ça, même l'estrade, même l'organisation, même la coupe, etc. Donc voilà, on va dire c'est de bon augure, mais il faut toujours être regardant, il faut toujours, faut pas s'enflammer. Il faut que ça dure, il faut que ça soit comme ça. Il faut redonner encore de la valeur de cette coupe parce que ça représente notre nation. Oui, moi je l'ai vu plusieurs fois en France où le président Emmanuel Macron s'est déplacé lui-même venir assister à une finale de la Coupe de France. C'est celui qui remet la coupe comme ça à l'équipe gagnante. Et nous l'avons vécu également. C'est une très bonne chose pour la suite du football congolais. Une très très bonne chose. Et ça ne puisse pas s'arrêter pour la 58e édition. Ça puisse être continuel. Continuer avec cette allure, continuer comme ça jusqu'aux éditions qui vont suivre, ça serait bien. Mais aussi, mon ami a évoqué une chose de très bien ici. Il y a les vainqueurs de l'édition précédente qui s'est plaint jusqu'aujourd'hui de n'avoir pas touché sa cagnotte. Il y a eu même, selon les rumeurs, il y a eu même confiscation de la coupe où il ne voulait pas remettre, il demandait qu'on lui donne sa cagnotte. Malheureusement, les autorités du pays se sont impliquées, ce qui a fait que nous puissions voir la coupe aussi sur les terrains. Ça, donc ça allait être compliqué. Donc pour l'instant, ils doivent aussi penser aux équipes là. Ils doivent penser aux équipes là, leur remettre, faire comme ils ont fait à l'AS Vita Club, non seulement parce que le président de Vita Club est ami au président de la République, non seulement parce que c'est aussi lui qui est l'un des fans des supporters de directement fan de Vita Club. Mettre une bonne politique pour toutes les équipes, ça serait mieux. Tout à fait. Alors ça, on va les tester dès la semaine prochaine avec la 59e édition de la Coupe du Congo. En tout cas, dans l'ensemble, coup de chapeau à toutes les instances impliquées à l'organisation de la dite édition. Allez, on va s'arrêter là pour ce qui est de la Coupe du Congo. Eh bien, on va prendre l'avion en direction l'Europe, le football. Démarré depuis le 14 juin dernier, la Coupe d'Europe est de retour. On va parler de l'Allemagne déjà en qualité de pays hôte, en passant évidemment par l'Angleterre, l'Espagne, qui pour succéder l'Italie tenante du titre. On fera un focus sur le supposé grand favori de cette édition de la Coupe d'Europe. Enoch Engo, on commence avec vous. Déjà l'Allemagne, pays hôte, qui organise son édition. Déjà d'entrée, on va quand même rappeler l'Allemagne a surclassé l'Écosse sur le score de 5-1. Est-ce que l'Allemagne n'est pas partie déjà pour remporter cette édition? Bon, vu le contenu, vu la prestation, vu maintenant on va dire le remaniement au sein de cette équipe, de cette sélection, mais l'Allemagne est bien partie et l'Allemagne est parmi le favori pour gagner cette compétition. Mais il faut toujours rappeler, héros, ça ne demande pas beaucoup de talent, ça ne demande pas d'individualité. Si on se projette aux années antérieures, aux précédentes éditions, on constate le vainqueur, ce sont plus ses bases dans le collectif. Quand on va regarder l'Italie, qui aurait cru l'Italie remporter la Coupe d'Europe, la dernière édition. En 2016, c'était le Portugal qui a remporté, alors qu'on attendait plus la France qui a organisé l'Espagne a remporté en 2012. Tout à fait. 2008, exactement. Donc ça se base plus sur les collectifs. On va pas s'enflammer pour les individualités, et surtout quand on regarde le contenu chez l'Allemand, il y a c'est ça aussi. Donc, mais il faut proposer, là, ils ont fait leur première journée, on va voir la deuxième journée. Tout va se jouer à la troisième journée, on pourra peut-être se projeter. Pour moi, en tout cas, pour dire le favori aujourd'hui, j'espère pas. Mais quand je vois aussi la Turquie, le match tout à fait. Exactement. Donc, très belle victoire.
Et quand on voit aussi d'autres équipes proposer leurs prestations, il y a quoi à dire. Tout à fait. Donc je pense que ce sera très tôt pour moi de juger aujourd'hui. Voilà le favori principal pour gagner cette compétition. Alors, puis on place un accent sur le favori. Il y a par exemple l'Espagne aussi qui a réussi son entrée en lice en battant pas n'importe quel adversaire, la Croatie en tout cas. On rappelle la Croatie finaliste malheureuse à la Coupe du Monde 2018, mais qui a fait évidemment un parcours élogié aussi lors de la dernière Coupe du Monde. L'Espagne, ça rassure avec cette jeune génération. Lamine Yamal. En fait, ça rassure, mais Lionel, gagner la première journée ne dit pas qu'on est arrivé au final. Il y a beaucoup de matchs qui doivent suivre. C'est une équipe déjà vieille. Mais c'est déjà l'entrée qui donne le goût. C'est l'entrée qui donne un petit peu le goût. Cette équipe de la Croatie n'est pas rajeunie comme les autres pays. On voit la France, il y a l'Allemagne, l'Angleterre, il y a les Pays-Bas, il y a le Portugal. Vous sentez ces équipes-là ont une ossature un peu différente de la Croatie. Et là, moi, je pense pas que. Même avec vous, je voulais quand même qu'on reste un petit peu sur cette équipe, cette sélection espagnole. J'ai cité Lamine Yamal aujourd'hui qui porte l'espoir de toute une sélection au milieu des terrains. Voilà, il y a Pedri aussi qui est appelé du FC Barcelone. Il y a Rodri du Manchester City. Est-ce que c'est une équipe qui peut aller loin? Voilà, en voyant la prestation de la première journée, ils promettent, ils peuvent aller loin avec les jeunes talents. Pedri, il y a Yamal, il y a Nico Williams, il y a des Rodri, il y a des anciens qui sont là qui peuvent aussi. Il y a de la qualité, mais ça manque pas. Il y a de la qualité, mais ça doit beaucoup jouer. Il y a Morata, par exemple, qui est là. Carvajal, voilà. Mais oui, les Carvajal sont là, ils peuvent les orienter, ils peuvent les aider, mais ils doivent être, c'est pas, en fait, coller les. Je pense que dans la sélection, ça se base plus sur la jeunesse, mais il faut avoir quelques pièces au moins pour apporter leur expérience. Mais quand on regarde cette équipe-là de l'Espagne, c'est rajeuni, il y a des joueurs qui ont encore sont neufs, notamment Yamal qui est en train de nous emballer. Il est devenu le plus jeune joueur à discuter une phase finale de la Coupe d'Europe. Exactement, mais quand même il y a des petites pièces comme Carvajal qui sont en train de rapporter l'expérience au détriment de la Croatie qui est une équipe déjà complètement vieillot, et on va dire comme ça, l'espoir est basé sur quelqu'un déjà expérimenté qui a joué, il a déjà fait sa carrière, Luka Modric et Ali Kovacic qui sont maintenant près aussi de la retraite, déjà, etc. Donc vers le bas déjà. Donc voilà, tout au long de cette compétition, j'espère qu'on aura vraiment, là encore c'est la première journée, ce serait très tôt de juger. D'abord on va voir la deuxième journée avec des grands c'est déjà tout à l'heure le début de la deuxième journée. Et Nokengo, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Angleterre, on attend beaucoup aussi de cette sélection. Une très bonne génération, Phil Foden devant. Il y a Bellingham, en tout cas, qui vient de faire une saison remarquable avec Real Madrid. Nous avons, par exemple, Harry Kane devant. C'est une équipe qui n'a pas convaincu vraiment par rapport à son premier match. C'est juste un petit score de 1-0 grâce à Bellingham. Est-ce que cette équipe a sa place aussi pour aller très loin dans la compétition? Oui, bien évidemment. L'Angleterre a l'équipe. L'Angleterre a du talent, comme vous l'avez évoqué précédemment. En tout cas, individuellement, du talent. Quand on regarde maintenant ces matchs-là, ces résultats, c'est là qu'on s'est dit c'est tellement impactant dans cette compétition. Moi, j'ai l'impression que c'est moins important quand même. Par rapport à ce qu'on attendait. Impactant dont je parle dans l'engouement, à chaque adversaire. Tous les adversaires ne sont pas du tout prénables. Qui aurait cru, par exemple, la Serbie faire un super jeu devant l'Angleterre, etc. Donc, on espère que dans cette compétition, des grandes équipes auront sûrement des difficultés, mais il faut faire toujours attention. Trop de talent aussi tue le talent. Trop de talent aussi tue la cohésion. Et donc, je vais me baser sur ces terreaux-là. C'est plus les équipes qui ont un bon collectif, qui ont une osmose vraiment, qui travaillent dans la cohésion. Ce sont ces équipes-là qui parviennent à remporter cette compétition. Est-ce que c'est Bellingham qui va finalement porter cette équipe de l'Angleterre un petit peu à l'image de sa saison avec le Real Madrid? Certes, il va porter, mais il ne joue pas seul. Il faudra voir, comme mon ami l'a évoqué, la cohésion au sein de l'équipe, ce qui fait la force d'une équipe. Oui. C'est d'abord la cohésion, mais finalement les individualités peuvent aussi... Les individualités peuvent compter, mais il y a des cas. C'est pas à chaque fois que
les individualités qui vont compter, mais aussi c'est les collectifs qui comptent à chaque fois. Oui. Bon, c'est ça, on est d'accord avec vous, Jonathan, puisque le football, c'est les sports collectifs, il y a tout ce point-là. Mais quand je regarde ces matchs, je vis une très grande première mi-temps de l'Angleterre, mais après, en deuxième période, l'Angleterre défendait. Là où je me dis, finalement, c'est grâce à Bellingham que cette équipe a remporté. Toutes ces équipes qui sont venues jouer la Coupe d'Europe ne sont pas venues se promener, ils sont venus jouer, ils sont venus compétir, et c'est la compétition. Donc à la fin, il n'y a pas une équipe qui est prénable là. Toutes les équipes sont à considérer. Et quand vous jouez, vous devez jouer avec un mental très élevé. Vous jouez comme si vous jouez avec une équipe favori. Et d'ailleurs, je te rejoins parce qu'on va regarder aussi l'interview de Mbappé qui avait dit l'Euro est plus dur que la Coupe du Monde. Vous imaginez, l'Angleterre avait mis lors de sa première sortie en Coupe du Monde, je crois que c'était 7 ou 8-0 comme ça, et l'Espagne aussi c'était 6-0. Bon, quand on voit maintenant contre le Serbe, ça n'a pas été du tout facile. Ils étaient flamboyants à la première période. On s'est dit, bon, peut-être à la deuxième période, ils vont faire un deuxième but et se mettre directement à l'abri. Mais on a vu une autre physionomie du match, et puis voilà, ça a été pareil aussi avec le Pays-Bas, ça a été pareil aussi avec la France devant l'Autriche. La France qu'on aurait cru d'ailleurs, avec sa potentielle. Une très bonne transition déjà, puisque vous avez cité la France, parlons-en rapidement. La France aussi qui a eu un début pas assez rassurant, un petit score, d'ailleurs c'est un but contre son corps, mais la France évidemment est privée de son meilleur joueur, Kylian Mbappé, blessé, cassé, s'est fait casser les nez. Est-ce que c'est une équipe qui va, déjà c'est qui est sûr, la France jouera les prochains matchs contre le Pays-Bas sans Kylian Mbappé? Est-ce que c'est un vrai souci pour cette équipe? Exactement, c'est un cadre dans cette sélection, c'est un joueur qui est impactant, c'est un joueur qui fait lui-même gagner la France à lui-même avec ses prestations. Même ses buts contre son camp est venu grâce à lui, grâce à son centre. Exactement, mais quand on regarde aussi, quand on regarde maintenant le système qui est mis en place en France, je pense que c'est une équipe déjà collective. Quand j'observais ces matchs-là, c'est-à-dire une équipe qui est forte surtout dans la récupération de ballon grâce à un bon retour d'un ancien N'Golo Kanté, un super match, et surtout dans la ligne défensive. Les retours d'un patron. Exactement, le retour d'un patron, ça change tout, et il assure maintenant, il confirme maintenant sa leadership. Et puis voilà, quand on regarde aussi sur le compartiment défensif, la France est bien blindée avec Upamecano, Saliba et Théo qui va très vite, qui apporte aussi offensivement, qui apporte aussi défensivement. Je crois que la France, malgré, en dépit de l'absence de Kylian Mbappé devant le Pays-Bas, je crois que quand même la France aura un mot a beaucoup de talent, il y a beaucoup aussi de vivier, il faut rappeler, c'est une équipe où il y a beaucoup de concurrence, l'effectif est tellement pléthorique, il y a des concurrences exacerbées dans cette équipe-là, ils peuvent doubler, ils ont une doublure de Mbappé, on peut lancer Marcus Thuram à côté, on peut mettre Kolo Muani devant en point, même si en regardant les stats, en regardant les matchs, mais quand on regarde les stats, mais c'est Mbappé qui toujours plus distinct. Aujourd'hui, maintenant, il y a un match, il y a un système collectif qui est mis en place au sein de cette équipe-là. Je crois que ils auront leur mot à dire. Je pense pas que la France pourra perdre ses âmes devant le Pays-Bas. Jonathan, l'équipe de France sans Mbappé est la même? Je pense, je partage pas l'avis, parce que Mbappé c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Les nouveaux joueurs de Real Madrid. Son talent, en fait, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose de très particulier, voilà. Mais son absence pourrait apporter beaucoup de choses. Mais ça n'empêche pas, parce que l'équipe est venue au gras complet. Il y a des postes pour postes. Son absence n'empêchera pas l'équipe de jouer comme d'habitude, malgré qu'il ne soit pas là. Oui. Et on rappelle que leur prochain match c'est contre les Pays-Bas. C'est surtout ce test-là, ça sera sans quand même. C'est un grand match, un match qui va l'air déterminer, les matchs qui va l'air positionner. Oui, en cas de victoire, ça sera la qualification. Ça sera la qualification. Et aussi, l'entraîneur va tout donner, parce que c'est les seuls sacs qui les manquent jusqu'à présent. Lui qui a tout gagné, il ne lui reste que la coupe. Comme joueur, on rappelle, comme sélectionneur. Comme sélectionneur, il ne lui manque que la coupe d'Europe. Là, il doit tout donner. Lui aussi, il joue, on va dire, son contrat avec l'équipe de France, avec cette coupe d'Europe. C'est-à-dire en cas de défaite, peut-être la France va penser à une transition, une autre option, et surtout pour ce qui sera de l'avenir. Le Portugal qui a réussi également son entrée hier. D'ailleurs, le Portugal a remporté aux ultimes minutes.
Cristiano était là sur terrain, il n'a pas marqué. Mais là où je me réplique votre attention, c'est la Belgique. Qui est aussi comptée parmi les favoris de cette compétition, mais la Belgique est la seule nation d'ailleurs à tomber, et malgré son ossature, malgré on avait avec toutes ces stars quand même hier. Malgré l'équipe qu'il a, malgré l'ossature, l'effectif, mais il a quand même perdu les matchs. Et en fait, on a évoqué ça ici au départ. Donc il y aura des surprises. Il y aura des surprises. On les prenait pour une petite équipe, mais l'équipe en venue, il a imposé un système de jeu. Ils ont marqué dès les premières minutes de jeu. Ils ont gardé leur bille, ils ont défendu. Il y avait un Lukaku qui a cru donner l'espoir. Malgré tout ce que la Belgique a fourni comme effort pour revenir au score, c'était difficile. Les joueurs ont mouillé les maillots, les Doku, les Lukaku et les meilleurs milieux du terrain qui a tout fait, mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas pu revenir au score. Donc les tout ça se joue au terrain, ça se dispute et ça serait difficile de déterminer ici les plus grands favoris de cette Coupe d'Afrique, de cette Coupe d'Europe 2024. Est-ce que la défaite de la Belgique n'annonce pas évidemment qu'il y aura des équipes qui vont surprendre tout au long de cette édition qui sont venues évidemment en qualité de trouble fête? Il y a toujours des surprises au déroulement d'une compétition. D'ailleurs, à l'occurrence, déjà la défaite de Belgique, quand on regarde surtout le potentiel dans cette équipe-là, Doku, De Bruyne, Lukaku, Luke Bakio et tout. Donc je pense que ça, le Belgique, vu le fond, moi je suis pas... Bon, je suis pas très sûr que la Belgique va perdre ses armes, va perdre sa boule. On est encore en première journée, il y aura encore des surprises, mais la Belgique aussi, rien n'empêche aussi à la Belgique de se relancer, de gagner la deuxième journée et se projeter encore pour la qualification parce qu'ils ont une très bonne équipe, il faut toujours les souligner. Ils ont de la cohésion, ils circulent bien le ballon, ils ont des buteurs. C'est justement le choix tactique peut-être de l'entraîneur qui, ça a payé aussi cash pendant le déroulement de ces matchs-là. Ils pouvaient au moins avoir un système avec 4-4-2, Openda, mais hélas, Openda, sur les côtés, ça n'a pas été flamboyant du tout. Et donc, il faut revoir justement s'ils trouvent des choix tactiques très bons. Et je pense que la Belgique pourra, comme je l'ai dit précédemment, rien ne lui empêchera de gagner la deuxième journée et rien ne lui empêchera de viser la qualification aux prochaines phases éliminatoires. Alors, c'est une Coupe d'Europe qui va se poursuivre déjà ce soir avec le début de la deuxième journée. On va continuer à suivre de près puisqu'il y a des matchs qui s'annoncent très alléchants. Eh bien, peut-être on se prépare, on serre nos ceintures à assister à des surprises, évidemment pour ce qui est de cette Coupe d'Europe. Allez, un souvenir à partager, je l'avais annoncé au début, on va remonter les temps en 1974. Ce fut un grand jour pour le Zaïre à l'époque, au 18 juin 1974. Eh bien, il n'y a pas plus derrière, évidemment, qu'on a eu nos pensées, on a observé des pensées, évidemment, à ce grand jour pour le RDC, les Zaïre. À l'époque, je rappelle, les Léopards faisaient leur entrée en Coupe du Monde contre la Yougoslavie. Les Léopards ont été morflés, on rappelle, 9-0. Les Zaïre, on rappelle, le seul pays africain à l'époque qui participait à cette Coupe du Monde 74. C'est vrai qu'on n'a pas vécu ces souvenirs, mais on est des journalistes, évidemment, l'historien du présent, etc. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y a l'histoire tout tracée.
Et qu'est-ce que ça vous dit, regardez ces images? Ouais, c'est l'histoire et moi, laissez-moi vous dire que j'ai des chars de poule que lorsque j'ai eu quand même à parler, j'ai eu à tout moment à discuter avec mon daron qui est aussi fan des Zaïre, qui a vu cette équipe-là pendant la préparation ici à Léopoldville et j'ai toujours eu des discussions grâce à mon papa. Donc j'ai eu vraiment de temps pour connaître l'histoire. Mais quand on regarde tout ça, ce que je retiens, c'est justement la manque de soutien de l'État dans une compétition pareille, parce qu'il faut le rappeler, le Zaïre à cette époque-là, après la qualification devant le Maroc, le Zaïre à l'époque n'avait pas soutenu l'équipe, est-ce que exactement, on sait que le joueur ont d'ailleurs dit pendant cette compétition-là, et d'ailleurs les images le prouvent. Ah donc ça c'est ce que papa vous a dit. Il y a une prime, même si lorsqu'on regarde dans les histoires, les articles que d'autres journalistes ont écrits, d'autres journalistes donc ça, accompagnement, exactement, donc ils n'avaient pas d'accompagnement de l'État, ils n'ont pas réussi leurs primes qui ont été promis par le chef de l'État à cette époque-là, après la qualification devant le Maroc 3-0, et le Maroc avait déclaré match forfait au match retour, sur ce qui a permis à la RDC de se qualifier déjà en septembre à 74. Et arrivé à cette compétition-là, les joueurs n'étaient pas motivés, et bien qu'on ait envoyé on s'est basé trop sur la tradition, on voyait les nganga, les fétiches, etc. Mais il fallait au moins motiver les joueurs, et quand les joueurs n'étaient pas motivés, ça joue déjà psychologiquement, et ils ont foutu vraiment n'importe quoi sur ce match-là. J'ai un peu des doutes d'affirmer ce que nous dit Enoch, parce qu'on rappelle, c'est la même année où le Zaïre, à l'époque en 74, a remporté la CAN. Pardon, en 74, pardon, a remporté la CAN. Oui. C'était déjà l'année de gloire. C'est après cette qualification, d'ailleurs, pour la Coupe du Monde. En fait, on m'a expliqué quand même. En fait, c'était un problème des... Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais en suivant la déclaration d'un ancien joueur, Kakoko et TP, qui a dit c'était la plupart des joueurs qui avaient disputé cette Coupe du Monde venaient des championnats locaux. Ils avaient beaucoup plus de l'expérience du football africain. Ils n'avaient pas la maîtrise. Est-ce que c'était pas la frustration, on va dire en quelque chose, la peur de jouer la Coupe du Monde? On peut dire ça. Et c'était pour la toute première fois, la première équipe aussi africaine à participer, c'était ça. Et la majorité des joueurs qui venaient à cette époque, c'était les joueurs qui avaient gagné en 73 avec l'AS Vita Club, la Ligue des champions africaine. Et ce sont eux qui sont partis jouer la coupe du Monde. Et là, ils n'avaient absolument pas d'expérience. Aussi, les problèmes que mon ami a évoqués. Il a même dit qu'ils étaient abandonnés par l'État congolais. Ils n'ont réussi aucun soutien du gouvernement zaïrois à l'époque, s'il faudrait dire les Zaïre. Ils n'ont réussi, et les autorités ne s'est focalisées que sur la tradition. Là, ils avaient fait appel à tous les féticheurs des Zaïre à l'époque. Mais ça n'a pas marché jusqu'en Allemagne. Parce que pour ce match, on a ramassé 9 billes avant de jouer le Brésil. On rappelle, juste après, les Zaïre a joué le Brésil. Voilà, il sait qu'il n'a pas. Mais là-bas également, on a perdu. Quand on regarde même les images, les joueurs, ça se voit clairement, les joueurs n'étaient pas motivés, même dans la circulation de ballon. Là, même quand on encaissait, on voyait quand même les images, ça surprit. Oui. Donc, chaque action faisait un but. Aussi, exactement, chaque action faisait un but. C'est comme si les gardiens, je ne sais pas, c'était un gardien qui a été ramassé alors que c'était un gardien qui a joué quand même de compétition. Il y a aussi un problème, ils n'avaient pas un table de préparation. Ils étaient confrères à l'hôtel où ils étaient logés. Ils n'avaient pas du temps pour aller préparer la raconte. En fait, c'est ça que les... Moi, dans une interview de Kakoko, il est vivant, il est actuellement à Berlin où il fait sa vie. D'ailleurs, il y a une fête qui s'organise au mois de juillet pour les cinquantenaires de la première participation, les joueurs qui ont participé. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on est sur le bon coup. Merci d'ailleurs à Galarmouya qui nous a révélé ça. Ça va se faire ça se fera dans 2 villes de l'Allemagne. Il y a le Borussia Dortmund, il y a encore une autre ville là qui m'échappe.
Et voilà. Donc ça va s'organiser. Ça va s'organiser. C'est un grand événement du 12 au 13 juillet 2024. Là, ils ont promis de faire appel aux enfants des joueurs qui ont participé et ceux qui sont décédés, notamment Yanda et Mutumbula. Ils sont 3 qui sont à Kinshasa. Ils ont promis faire appel à ces enfants mais de pourquoi participer. pas que ça intéresse aussi le nouveau ministre des Sports pour accompagner quand même cet événement, pour nous rappeler. Oui, c'est important parce que la RDC, après 74, n'a plus participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Depuis lors, on s'est continué à chercher. On a été très proche en 2018. Non seulement en 2018. Les matchs nuls contre la Tunisie. Début partout. Mais encore la déroute contre le Maroc, alors qu'on était déjà au barrage. Voilà. En 2014, devant le Cameroun. En 30 secondes, quel enseignement par rapport à ces images, puisqu'on rappelle la RDC se cherche toujours à une phase finale de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir? En fait, ce qu'on peut retenir, c'est d'abord les joueurs doivent tout donner eux-mêmes. Et aussi les gouvernements, il y a la Fédération congolaise de football qui doivent tout mettre en place. Oui, ça a toujours été le cas. On voit la mobilisation, la sensibilisation, et les joueurs qui prennent la prime bien avant. Pour puissions n'effisquer pour la deuxième fois participer à la Coupe du Monde. Je crois que ça sera il y a des générations qui sont passées, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer la Coupe du Monde. On a connu des grands joueurs ici, les Chabani Nonda, les Trésors Loa et consorts, les Trésors Poutou, mais qui n'ont même pas senti l'odeur de la Coupe du Monde. Et là, avec cette jeune génération, et surtout que nous continuons à jouer les phases éliminatoires, nous jusqu'à présent, continuons à garder espoir et que dans les rencontres que nous avons, qui nous restent à jouer, ils vont donner les meilleurs. Espérons peut-être que ces images vont nous pousser vers la qualification de la prochaine peut-être Coupe du Monde, puisqu'on rappelle, la RDC est toujours en course, en 3e position dans son groupe, etc. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Bon, je pense que c'est une histoire déjà référentielle. Tous les joueurs déjà ont cette histoire-là, que la RDC avait joué le mondial en 74. Donc, d'autre part, ça rapporte déjà des galvanisations pour ces joueurs-là. Mais quand on va regarder maintenant l'organisation mise en place, donc le travail acharné pour la réussite de la qualification au mondial, on en a vu la mobilisation, on en a vu la préparation, etc. Et surtout, on était déjà à des doigts pour la qualif en 2018. On a vu l'organisation, mais quand même, il faut retenir aussi, quand il y a ces accompagnements-là, il faut retenir aussi les accompagnements, aussi le choix tactique de l'entraîneur, aussi ça compte. Nous, on était à des doigts de la qualif en 2018. Tout à fait. Il faut revenir, mais c'était un problème de choix tactique. Non, on va pas refaire ça. Ça, pour nous, ça a été un fait historique. On voulait justement réveiller, pousser ces vents. Malheureusement, je serais obligé de vous interrompre puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Mais avant de terminer, je voulais qu'on place rapidement un mot sur voilà le trophée Junior Macabou. C'est déjà pour ce 28 juin, la grande finale de ce trophée Junior Macabou qui vise à récompenser les jeunes boxeurs et talentueux de la République démocratique du Congo. Donc, les rendez-vous est déjà pris au studio Maman Nguebu de la radio-tv nationale congolaise pour ce vendredi 28 juin 2024. C'est quand même intéressant. Un jeune boxeur à son niveau, c'est presque pratiquement une légende, mais qui se donne, qui veut motiver, préparer derrière la relève. On organise ça, ce trophée rapidement en 30 secondes, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. En tout cas, très intéressant, une très bonne idée, et surtout quand on voit déjà des personnes comme ça, des grandes personnalités dans cette fédération-là, dans ces disciplines-là, à soutenir le jeune, soutenir ceux-là qui veulent s'élancer dans le boxe et tout. Donc ça rassure vraiment, ce sont des idées à accompagner, et ça doit directement toucher nos autorités pour accompagner ces genres de personnes. Et surtout, il ne faut pas oublier, on est déjà en pleine préparation de JO, et voilà, ça peut booster. Dans ces disciplines, on a eu toujours de bons athlètes. Merci beaucoup. Junior Macabou, un petit mot quand même pour cette initiative. C'est une très bonne initiative. C'est sa fondation qui organise une très bonne initiative. Macabou s'en va déjà à sa chute. Il cherche quelqu'un qui peut peut-être les remplacer demain, et on organisera ces tournois. Ça lui permettra de découvrir les talents, parce que le CPA a énormément de talents, et ça lui permettra de découvrir un nouveau talent qui peut aussi lui succéder, qui peut aussi faire ce qu'il lui a fait. Et là, nous demandons à la fédération de boxe d'accompagner. Tout ce que nous pouvons demander, que l'accompagnement des autorités et pour la réussite. La fédération rappelle qui accompagne avec le général Elunga Luyoyo. En tout cas, ça c'est rassuré. Voilà, on va suivre de près. On sera là d'ailleurs pour cette grande finale. Allez, venons-en, nos rubriques avant de
déterminé. On va commencer rapidement avec le triple. C'est une question d'actualité. Alors, on aura 30 secondes pour départager nos invités sur une question d'actualité. Madame, Monsieur, place à la rubrique Le Triple. La question pour vous, chers messieurs, nouvellement investi ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbou, Sirsade, donc François-Claude de Kaboulou, Monacaboulo. Quelle priorité pour le ministre des Sports? En 30 secondes, on n'a pas beaucoup de temps, on va terminer avec des temps additionnels. D'abord, il s'est donné beaucoup de choses, il a beaucoup de choses à faire. Les chantiers vastes. Les chantiers vastes. Il y a eu les projets qui ont été lancés par la première ministre lors de l'investiture du gouvernement. Il y a eu des axes priorités qui ont été... La ministre a parlé évidemment de la construction de nouvelles installations, des jeux congolais et aussi la réhabilitation des installations là. Ça serait très important de suivre à la loupe l'évolution de ces travaux parce que ça nous permettrait d'organiser dans les années qui viennent, notamment la Coupe des Nations. Tout à fait, c'est très bien. Vous avez lu dans mes pensées. Allez, 30 secondes. Les priorités pour vous? Bon, comme vous avez dit, les chantiers toujours vastes, c'est ce qu'on demanderait simplement, c'est l'accompagnement. Il faudrait voir la révolution de Bonalogi aussi, c'est aussi important, tout ça. Mettre en pratique les résolutions. Mettre en pratique, évidemment, mais sinon il nous a promis, on attend vraiment son travail. Là, on ne peut pas juger, justement. Il y a d'autres confrères déjà qui commencent déjà à juger. On a vu les images sous l'heure des Kaboulot, l'organisation du championnat et de la Coupe Congo. Et puis voilà. Déjà, sa présence lors de la finale de la Coupe du Congo. Bon, on ne peut pas juger très tôt comme ça, mais on doit observer, on doit lui donner sa chance. Merci. Voilà. Alors, on retient que c'est un homme aussi qui est rigoureux. Et peut-être qu'il va apporter sa rigueur. Vous allez garder la parole parce qu'on va passer rapidement au temps additionnel avant de sanctionner complètement l'émission. C'est à nos invités de faire l'émission. On place à présent la rubrique les temps additionnels pour terminer complètement l'émission. Enoch, vous avez la parole en 30 secondes. Autre sujet. Autre sujet d'actualité justement qui concerne le sélectionneur de la RDC, Sébastien Deschamps, jusqu'aujourd'hui. Il est impayé 6 mois. Sans paiement. Et alors on se pose la question, comment est-ce possible? Parce que bon, mais ce n'est pas aussi grave. Les sélectionneurs sénégalais également à passer des mois sans paiement. Toujours quand on veut décoller, quand on veut prendre un pas au football et puis voilà, mais il y a toujours cette histoire là de manque d'organisation qui nous freine un tout petit peu. Ça, je demanderai justement au ministère. Puisque c'est déjà public, je crois peut-être ça va nécessiter l'intervention du chef de l'État. Le chef de l'État pour arranger ces problèmes. Merci quand même de dire très haut puisque ça s'est dit tout bas. Allez, autre sujet d'actualité, c'est à vous de faire l'émission. Il y a encore Flora Ibenge qui est côtoyé par la sélection malienne pour remplacer l'entraîneur qui était là et les pourparlers sont en marche. Peut-être qu'on verra la signature des contrats de Flora Ibenge à la sélection malienne ça sera une bonne chose dans les prochains mois. Oui, ça pourrait être une bonne chose. C'est un Congolais, quelqu'un qui émerge bien, lui qui a été à la tête de la sélection congolaise. Il a fait son temps. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il fallait faire. Le mercato qui s'annonce sur ça serait une très bonne chose pour l'entraîner, pour la nation. Pourquoi pas voir un Congolais défendre les couleurs aussi de la RDC à la tête d'une équipe malienne. Tout à fait, puisque nous également, en regardant Maziembe Lupopo, ce sont des entraîneurs étrangers, voilà. Donc ça nous fera aussi. Il n'y a pas seulement Maziembe Lupopo, il y a même l'ASVTEF, voilà, pour ne citer que cela. Merci Jonathan, c'était une première fois sur le plateau de FM Sport. Merci à cet habitué de l'émission, toujours prêt à répondre présent à notre invitation, Enoch Engo. Grand merci à vous. C'est plutôt moi qui vous remercie. C'était un plaisir toujours de venir ici. Qui te remercie pour l'invitation. Tout à fait, on est ensemble. Allez, merci à Don Benjamin qui a réalisé ces programmes. Merci infiniment à Torres Atibo, voilà, pour la réalisation. Et l'émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube.